Allez, cette question à présent, que faire des 6 valeurs du CAC 40 qui sont dans le rouge depuis le début de l'année? Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora, le CAC 40 qui gagne plus de 20% depuis le début de l'année. Mais pour autant, on a 6 titres qui sont dans le rouge, qui affichent des performances négatives depuis le 1er janvier. On va les passer rapidement en revue. Et vous nous dites achetez, conservez, vendez. Voilà ce qu'il faut faire. Alstom, moins 33 depuis le début de l'année pour Alstom. Qu'est-ce qu'on fait? Lanterne rouge du CAC 40. Écoutez, Alstom, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Vous avez vu que ce matin, le torchon brûlait entre Alstom et l'Île-de-France pour une livraison de rames pour le RER E, je crois. C'est un contrat de 255 rames pour un montant de 3,75 milliards d'euros. Il y a du retard, donc le Conseil régional d'Île-de-France est un peu furieux contre tout ça. Une annonce donc encore mauvaise. La problématique de ce dossier, c'est que c'est vrai que les commandes s'amoncellent, mais que surtout il y a l'angoisse de Bombardier. Vous savez que le groupe avait racheté les activités ferroviaires du groupe Bombardier. Ça lui donnait la deuxième place mondiale du secteur derrière le chinois CRC. La grande problématique, c'est que l'acquisition ne se passe pas comme prévu. On a des provisions qu'on peut chiffrer à 1 milliard d'euros, un free cash flow qui sera négatif sur l'exercice 2021-2022. Il y a eu aussi 1 milliard d'euros injectés pour combler une trésorerie négative. La grande problématique, c'est que les investisseurs se disent que Alstom ne pourra sans doute pas échapper à une augmentation de capital, et donc c'est pour ça que le titre, c'est la lanterne rouge du CAC 40. Maintenant, est-ce qu'on est contrariant? Est-ce qu'on n'est pas un peu contrariant sur Alstom? Écoutez, s'il n'y a pas d'augmentation de capital, et s'il y a une bonne nouvelle sur Bombardier, je dis pas une excellente nouvelle, mais une bonne nouvelle, l'action peut facilement se retourner parce qu'on est quand même simplement sur un PER de 12 et sur une valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de 0,6. Donc moi j'ai envie de dire sur Alstom, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déconvenus, c'est vrai qu'il y a cette histoire encore ce matin sur les rames avec le retard, mais enfin il y a souvent des retards dans ce genre de dossier. Moi je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer, ça peut être la bonne nouvelle et la bonne surprise 2022, mais à condition encore une fois mon cher David, qu'il n'y ait pas d'augmentation de capital et que sur Bombardier on voit enfin le bout du tunnel. Worldline, qui a été une des stars du CAC 40 les années passées, qui là pour le coup perd 15% depuis le début de l'année, on fait quoi? Alors je relativise parce que sur 5 ans j'ai quand même regardé, j'ai quand même bossé un peu mes dossiers parce que sinon après je me fais houspiller par vous. Mon cher David, 168% de hausse sur 5 ans. Moi ce que j'ai envie de dire sur Worldline, c'est vrai qu'on a une publication décevante sur le S1, notamment avec une marge opérationnelle qui reste quand même à 23,4%. On est quand même sur un groupe super rentable. C'est vrai qu'on attend la vente de l'activité terminaux de paiement qui est rentable. C'est une vente qui est héritée des activités d'Ingenico. Le groupe a du mal à la vendre. Peut-être que je crois que demain il y a une journée investisseur, le groupe va quand même expliquer ce qu'il compte faire. Et puis il y a un point embêtant quand même dans ce dossier, c'est qu'il y a un opérateur de la bourse suisse qui s'appelle Six Group, qui a 10,6% du capital et qui a quand même des velléités de vendre sa participation. Donc c'est vrai que si on avait en plus un reclassement, ça ne serait pas bon. Maintenant moi, sur Worldline, je vais être quand même encore une fois contrariant. Je pense que demain, si on a des annonces intéressantes à la journée investisseur, c'est peut-être un bon call sur Worldline. À noter que l'action se paye 23 fois les bénéfices. C'est cher dans l'absolu, c'est pas excessivement cher pour le secteur des terminaux de paiement, qui est quand même, enfin des paiements plutôt, qui est quand même dans un environnement extrêmement favorable, donc plutôt positif sur Worldline. Renault, je vous connais, hein. Moins 12% depuis le début de l'année, ça c'est un dossier qui ne vous intéresse pas? Je sais pas, écoutez, alors je vais vous dire des trucs sur Renault, je regarde mes petites fiches. On attendait une perte de 200 000 véhicules cette année, en raison bien sûr de ce qu'on connaît, la pénurie de semi-conducteurs, il y aura surtout 500 000. Le groupe maintient sa rentabilité 2,8%. Sur l'année en rentabilité opérationnelle. La grande problématique, mon cher David, quand vous comparez par rapport au comparable, Stellantis, on est à 10% de renta, Volkswagen, on est entre 8 et 9%. Vous avez en pleine gueule, excusez-moi, la pénurie de semi-conducteurs, la hausse des coûts des matières premières. En 18 mois, il y a une hausse des coûts des matières premières de 85%. Franchement, Renault n'a pas cette espèce de pricing power que peuvent avoir notamment les constructeurs allemands ou les marques de luxe pour augmenter leur prix indéfiniment quand il y a une hausse du coût des matières premières. Franchement, j'ai pas du tout envie d'y aller. Je répète, on va faire quand même une rentabilité opérationnelle extrêmement faible pour le secteur, 2,8%, c'est pas Byzance. Donc non, mon cher David, vous me connaissez, je n'ai pas du tout envie d'aller sur Renault, j'irai beaucoup plus sur Stellantis. Et sur le motoriste Safran, qui prend 3% aujourd'hui à la Bourse de Paris, mais qui est à moins 4 depuis le début de l'année. Écoutez, alors bon, Safran, ce qu'on peut dire, c'est que quand vous regardez toutes les prévisions, le trafic aérien reviendra à son niveau d'avant Covid en 2027. L'an prochain, on aura un trafic entre 65% et 75%. La problématique du secteur, c'est qu'on a vu hier qu'il y a une poussée épidémique en Chine, et donc la Chine ne ferme pas ses frontières, mais c'est compliqué d'aller entre les régions. Il y a un environnement qui n'est pas exceptionnel. Quand vous voyez les prévisions de Safran sur l'ensemble de l'année, c'est pas Byzance. On aura certes une petite marge en hausse de 100 points de base, 10,2%.
mais on a quand même une décroissance organique entre 2 et 4%, donc ça vaut 25 fois les bénéfices. Moi, je vais attendre vraiment d'en savoir un peu plus. Je crois pas qu'il y ait de 5e vague, mais c'est vrai que les informations qu'on a en provenance de Chine ne sont pas exceptionnelles. Donc, Safran, on shorte pas, on n'achète pas, on conserve. Il nous reste Engie et Orange, à peu près autour d'entre moins 3 et moins 5%, deux dossiers qui n'ont rien à voir, bien sûr, mais on manque un peu de temps. Bon, on commence par Engie. Engie, alors, je regardais un petit peu dans l'historique du groupe. Vous savez, Engie a fait jusqu'à 97 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'était, je crois, en 2012. Maintenant, le groupe ne fait plus que 55 milliards d'euros. Alors, c'est la stratégie transition écologique. En fait, le but de la direction, c'est concentrer le groupe sur l'électricité, les gaz verts, les réseaux et services énergétiques, etc., etc. Quitte à céder des métiers traditionnels. Equance, qui est une filiale de service, devrait être cédée autour des 6 milliards d'euros. Il y a pas mal d'acheteurs. On pourra avoir une décision rapidement. La grande problématique, c'est que quand vous regardez Iberdrola et Enel, qui sont des énergéticiens espagnols et italiens, ils ont été très en avant sur le virage du renouvelable, ce que n'a pas réussi encore Engie. Et quand vous regardez par exemple Iberdrola et Enel, c'est quasiment au plus haut historique, alors que franchement Engie, j'ai regardé, je me suis repositionné dans l'histoire, le plus haut de Engie c'est 44,77 € et là on vaut quoi, 4 fois moins, on vaut 12 €, 12,50 €. Donc franchement, c'est vrai que Engie, on n'a pas envie de vendre au cours actuel parce que ça vaut 11 fois les bénéfices et un rendement de 6%. Maintenant, comme d'habitude, le titre a un bêta. C'est-à-dire quand vous faites un peu le ratio entre le bêta, quand vous avez un bêta supérieur à 1, c'est que vous progressez plus que le marché, inférieur à 1, c'est que vous progressez moins que le marché. On est toujours sur des bêtas inférieurs à 1, donc j'ai pas envie non plus d'aller sur ce dossier. Je suis désolé, ça me fait pas tellement rêver Engie. Je trouve qu'ils mettent du temps vraiment pour aller sur les renouvelables par rapport à leurs concurrents. Et il reste Orange. Je vais pas être très cool. Alors c'est vrai que quand on voit Orange, bon franchement les ratios PER de 9, rendement de 6 à 7%, maintenant encore ce matin vous avez vu la publication. Alors c'est pas dramatique, mais enfin le chiffre d'affaires moins 0,4%, les l'EBITDA plus 0,7%. On a certes une marge de 33,3%, mais franchement le groupe ne fait pas rêver. Alors pourquoi? D'abord il y a un gros problème sur le monde de la téléphonie, c'est qu'on se rend compte que pour développer la 5G, il faut des énormes investissements, mais qu'à côté de ça, il y a une concurrence encore effrénée. Donc si vous voulez, il y a un croisement des courbes qui fait que la rentabilité est toujours sous pression. C'est sûr qu'elle reste très élevée, mais franchement, pour des analyses qui cherchent vraiment de la croissance, il ne faut pas acheter de l'Orange. Alors c'est sûr qu'il y a par exemple une division intéressante qui pourrait peut-être mettre en bourse, ça serait peut-être une idée pour revaloriser le titre. Il y a une division qui s'appelle Orange Cybersécurité, qui va faire 800 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, qui fera 1 milliard en 2023. C'est peut-être cette pépite qu'il faudrait mettre en bourse pour un peu exciter les investisseurs. Alors Orange, là aussi. Alors moi, je sais pas, je suis pas non plus excité. Vous m'excuserez, David, mais sur les dossiers du jour, habituellement, donc, moi, je suis sur 6 lanternes rouges du CAC 40, vous êtes contrariant sur Alstom et sur Worldline en disant pourquoi pas. Ouais, je pense que Alstom, il y a un coup à jouer s'il n'y a pas augmentation de capital de Bombardier. Et Worldline, s'il y a la vente des terminaux de paiement hérités d'Ingenico, ça peut rebondir fortement. Franchement, sur le reste, je terminerai sur Orange. Il n'y a pas grand risque sur Orange. À la limite, si vous voulez, quand vous achetez de l'Orange aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir un rendement entre 6 et 7%, sans vous embêter. C'est vrai qu'autour de 9,50, 9,60, le titre ne peut plus baisser tellement. L'acheter aujourd'hui, il n'y a pas grand intérêt. Le vendre, il n'y a pas grand intérêt. On peut garder, quoi. En fait, pour le rendement. Orange, c'est le rendement. Voilà. Orange, c'est le rendement, c'est une obligation. Il va pas se passer grand-chose. En plus, vous avez vu que dans le secteur des télécoms, quand même, Iliad a dit bye-bye à la bourse parce que Xavier Niel a bien compris que la bourse n'était pas un réserve de productivité et de croissance. Donc, je considère que Orange, il faut l'avoir. Ça doit représenter 2% de son portefeuille. Vous mettez de l'Orange en portefeuille. Vous avez 5-6% de rendement. Ça peut pas baisser tellement quand même parce que le groupe est solide, mais ça fera pas non plus des étincelles parce que investissement dans la 5G qui vont quand même se multiplier et puis une concurrence qui est quand même effrénée. On paye quand même de moins en moins cher nos forfaits mobiles, à condition bien sûr de négocier un petit peu avec tous ces opérateurs. Mais c'est pas compliqué. Dès que vous appelez un opérateur, vous dites vous résiliez, vous avez entre 5 et 10% de rabais directement. Donc voilà pourquoi je suis assez dubitatif sur Orange. Guy les bons tuyaux. Merci beaucoup Eric. Merci Salut, David. Salut. Eric Lewin, rédacteur en chef de Publications Agora. Merci.